Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire pour vous accompagner dans la nouvelle norme C1500 grâce au logiciel et les calques. Je me présente, je suis Lionel Abayrad, expert produit et formateur et les calques. Je suis accompagné de Thierry Borde. Bonjour Thierry. Bonjour Lionel. Voilà, Donc, tu veux bien te présenter? Oui, donc Thierry Borde, donc je suis responsable de la gamme électricité au sein d'APAV. On est deux sur le national, il y a mon collègue Damien Lecam aussi. Notre rôle, c'est de faire évoluer la gamme, de mettre à jour les supports de formation sur l'activité électricité. Et pour le coup, l'évolution de la NFC 1500, qui est parue en 2024, nous a donné du fil à retordre. On a justement mis à jour nos supports pour prendre en compte cette nouvelle évolution. C'était un gros travail, un gros sujet chez APAV en 2024 et en 2025. Merci. Donc, je vais dans un premier temps vous présenter rapidement notre société Trasoftware, puis je passerai à la démonstration et à la présentation de ce webinaire. Vous avez un système de messagerie qui est à votre disposition sur Livestorm afin que vous puissiez poser toutes vos questions. Donc, soit nous y répondrons pendant la présentation, soit à la fin du webinaire. Et si on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions, on reviendra vers vous par email. Je te laisse la main, Thierry. Oui, donc la nouvelle NFC 1500, elle est parue le 21 août 2024. L'ancienne édition datait de 2002, donc 22 ans que la norme n'avait pas changé. Enfin, elle avait changé via des amendements, on en était au 5e. Alors pourquoi cette évolution de norme? Parce que AFNOR était quasiment obligé. On ne peut pas faire plus de 5 amendements, on en était au 6e, on ne pouvait pas faire de 6e, donc AFNOR était obligé par rapport à ça à publier une nouvelle norme. Autre nécessité, AFNOR avait besoin d'harmoniser le plus possible de textes et vous verrez que la nouvelle norme NFC 1500, il y a beaucoup de textes qui ont été harmonisés au niveau international et au niveau européen. Donc, c'était vraiment une volonté d'AFNOR, d'où la volonté d'une nouvelle norme. La nouvelle norme va apporter aussi des améliorations au niveau de la sécurité. On en parlera un petit peu, on va parler de la FDD, les dispositifs de protection d'arc, par exemple. On pourrait parler des systèmes de calcul pour savoir quand est-ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut mettre en place des parafoods, le calcul NRC. Donc, on est vraiment dans une optique d'améliorer la sécurité. Des évolutions technologiques, on a intégré dans cette nouvelle norme l'IRVE, la NFC 1500-7 722, et également une préoccupation énergétique. Vous verrez, on va en parler aussi par la suite, la NFC 1500-8-1, qui est toute nouvelle, celle-ci n'existait pas avant, qui va traiter de tout ce qui est efficacité énergétique. Donc voilà, vraiment une volonté, voilà en gros pourquoi il y avait besoin d'une nouvelle norme, nécessité d'une mise à jour aussi également. On pourrait encore citer un dernier argument de l'AFNOR, c'était de simplifier les mises à jour des normes. Vous verrez qu'aujourd'hui, on va en parler dans les slides suivants, on passe d'une norme à 21 normes. Pourquoi une norme, 21 normes? Parce que le fait d'avoir édité 21 normes, ça va faciliter pour AFNOR et pour les gens qui veulent comprendre les normes, ça va faciliter les mises à jour. Voilà en gros l'évolution. Donc, une nouvelle norme, on passe de 1 classeur aujourd'hui à 21 classeurs. L'ancien classeur, vous l'avez peut-être encore en tête, c'était un classeur violet qui faisait 610 pages environ. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, on passe d'un classeur à 21 classeurs, 21 normes. On passe de 610 pages à 1300 pages en gros. Donc voilà, ce n'est pas non plus la révolution, mais il y a quand même des nouveautés, d'où la nécessité de faire des webinaires pour expliquer un petit peu ces nouveautés. Donc, on va retrouver le tronc commun, la NFC 1500-1, qui celle-ci va être utilisée par tout le monde, puisque c'est vraiment l'exigence générale. Ensuite, vous avez les 17 normes sur les emplacements spéciaux. Alors, je vais vous en citer quelques-uns. On a cité déjà la NFC 1500-7 722 pour les RVE.
Je pourrais citer la 704 pour les installations de chantier, la 706 pour les enceintes conductrices exiguës, etc., etc. Il y en a 17. 17 qui vont traiter des emplacements spéciaux. Vous avez la NFC 1500-8-1 qui est toute nouvelle, qui va traiter de l'efficacité énergétique. Et puis, vous avez les deux qui traitent de l'habitation. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je suis artisan, j'ai besoin d'utiliser la NFC 1500-10 habitation, et ben, je vais utiliser deux normes. Je vais utiliser la NFC 1500-10 et le tronc commun, c'est-à-dire la NFC 1500-1. Donc, il y a une mise à jour qui va par exemple se faire sur la NFC 1500-10. Moi, artisan, je vais pouvoir rapidement voir l'évolution, voir la mise à jour qui a été effectuée. Quand AFNOR faisait une mise à jour sur un document de 600 pages, c'était beaucoup plus compliqué pour moi, artisan, de voir ce qui avait évolué. Donc, pourquoi AFNOR a voulu aussi éditer 21 normes? C'est pour faciliter les mises à jour, mais aussi faciliter la compréhension quand il y a des mises à jour. C'est vraiment la volonté d'AFNOR. Donc, retenez, on passe d'un classeur à 21 classeurs aujourd'hui. Les domaines d'application et ajout, donc comme l'a dit Thierry, installation électrique basse tension, neuve ou modifiée, donc il n'y aura pas de rétroactivité comme chaque fois. Une cohérence aussi avec la NFC 17200, l'éclairage public, parquet jardin, intégration des mini-carrières. Tu les connais, les mini-carrières, les numéros des normes, Thierry? Oui, il y avait un décret, en fait, il y avait un décret de 2021 qui était sorti, qui avait réintroduit les mini-carrières dans la NFC 1500. Dans l'édition 2002, en fait, les mini-carrières avaient été exclues. C'était exclu du domaine d'application. Elles ont été réintroduites dans la norme aujourd'hui parce qu'il y a un décret qui réintroduit les mini-carrières dans le Code du travail. Donc, il y avait une obligation quelque part de la part d'AFNOR de réintroduire les mini-carrières dans la nouvelle NFC 1500. Voilà. C'est un décret de 2021. OK. Et puis l'intégration des IRVE. On en a parlé juste avant. Voilà. Et date d'application, je te laisse la main, Thierry. Oui. Donc, date d'application, l'application de cette nouvelle norme, enfin de ces nouvelles normes, on devrait dire, puisqu'on en a 21, elles sont applicables dès leur parution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre le 21 août et le 1er septembre 2025, on est sur une application volontaire de la norme. Les gens peuvent l'appliquer comme ils peuvent ne pas l'appliquer. Alors aujourd'hui, vous verrez qu'il y a quand même quelques contraintes, donc souvent les gens ne l'appliquent pas, mais ils pourraient l'appliquer. Par contre, dès que vous ferez une installation avec une date de permis de construire qui sera postérieure au 1er septembre, eh ben, vous devrez obligatoirement respecter ces nouvelles normes. La date à considérer, c'est ce qu'on vous a mis, et ça c'est tiré de la NFC 1500, est celle de la date du dépôt de demande du permis de construire, ou à défaut la date de déclaration préalable de construction, ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à défaut la date d'accusé de réception de commande. Voilà, c'est vraiment c'est vraiment ces dates-là à considérer. Mais retenez aujourd'hui que on est encore sur une période de transition, on est sur une application volontaire de la norme encore aujourd'hui. Je voulais simplement rajouter une petite chose aussi. Oui. Tu l'as dit, Lionel, que la norme n'était pas rétroactive, donc ça, c'est important. Ce qui a été fait à une époque, on ne va pas revenir dessus, une norme n'est jamais rétroactive. On verra quand même qu'il y a une partie pour les câbles, parce qu'il y a un décret qui est sorti, un arrêté qui est sorti. Mais par contre, voilà, attention, quand on dit qu'elle n'est pas rétroactive, il faudra faire attention. Quand on fait une modification de structure, quand on va faire une installation neuve ou faire une modification, pour le coup, là, il faudra appliquer la nouvelle norme. Mais elle n'est pas rétroactive, c'est ce qui a été fait à une époque, on ne revient pas dessus. Si on n'y touche pas, on n'y revient pas dessus. Exactement. L'arrêté du 17 mai 2024. Alors, la nature des câbles. Oui. Ouais. Donc, vas-y, là, Thierry. Pour le coup, voilà, il y a un arrêté qui est sorti le 17 mai, qui a été publié au journal officiel le 23 mai. Et cet arrêté dit qu'il laisse un an aux installateurs, aux fabricants, pour mettre en place sur le marché des câbles spécifiques. C'est des câbles avec un marquage Euroclass.
Et cet arrêté, il est applicable à partir du 23 mai 2025, c'est-à-dire qu'à partir du 23 mai 2025, on sera obligé de mettre en place des câbles avec un marquage CCA S2 D2A2 minimum. Alors, on verra par la suite ce que c'est. Hein. Ce marquage-là, c'est un marquage Euroclass. Ça signifie que les câbles auront une meilleure réaction au feu en cas d'incendie vis-à-vis des fumées qui seront engendrées, de l'acidité. Enfin, vous allez voir, il y a trois critères, hein, et même 4 critères. Donc ça c'est c'est un gros changement, c'est un changement majeur hein, de la norme. C'est-à-dire qu'à partir du 23 mai, pour un établissement qui sera neuf, je fais un établissement. Aujourd'hui, on y est en plein dedans, là. On est en plein dedans, tout à fait. Et ce qu'il faut savoir, ça s'applique pour les ERP de premier groupe et deuxième groupe. C'est-à-dire que ERP et IGH, un immeuble de grande hauteur. Hein. Donc ERP, le premier groupe, deuxième groupe, c'est-à-dire même les petits ERP sont concernés. Les articles PE sont concernés. Donc on ne pourra plus utiliser par exemple de câbles humiliaires de V dans ces locaux-là, dans les ERP de première et deuxième catégorie. À partir du 23 mai, on ne pourra plus utiliser de câbles humiliaires RO2V. Donc ça, c'est une info qui est très très importante. Et les calques, Lionel en parlera, il vous informe sur ça, il va vous alerter. Hein. Donc, il y aura quand même un logiciel qui permettra aux gens, même s'ils n'ont pas une connaissance accrue de la norme, de pas se tromper, parce que vous faites toute une installation et puis on vous dit à la fin, il faut tout refaire parce que les câbles ne sont pas bons. Là, personne n'est content. Les classifications. Donc là, on va retrouver les différents tableaux avec la réaction au feu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classifications de A jusqu'à F. Donc là, c'est vraiment la réaction au feu. Derrière, on va retrouver la classification ici au niveau de l'opacité des fumées, S1, S2, S3. Donc le S2, là, pour les ERP, on se retrouve avec une opacité moyenne quantité. Même chose ici sur les gouttelettes. D comme droplet, aucun débris. D1, aucun débris dont l'inflammation durerait plus de 10 secondes. D2, ni D0, ni D1. Donc, pour les ERP, on se retrouve ici avec ce niveau ici de D2. Pour l'acidité, pareil, gaz et fumée peu acide, A1. A2, gaz et fumée peu acide mais corrosif. A3, gaz et fumée acide et corrosif. Voilà, donc ça, ce sont les tableaux qui vont vous permettre de comprendre et de comprendre la signification de l'Euroclass. Tu veux rajouter quelque chose, Thierry, là-dessus ? Oui, par exemple, quand vous allez acheter du câble avec ce nouveau marquage, ce qu'il faudra bien, ce que dit la norme, hein, ce qu'il faudra bien récupérer, c'est la DDP, la déclaration de performance, parce que le marquage ne sera pas forcément sur le câble. Hein, donc, il faudra à tout prix récupérer cette déclaration de performance. C'est ça que demandera les organismes de contrôle, par exemple, hein, qu'on appelle DOP aussi, c'est déclaration of performance en anglais. Mais voilà, c'est un papier qui sera quasiment indispensable de bien récupérer cette déclaration où on va retrouver tous ces critères. Merci. Les principales modifications de la C1500. Je laisse la main, Thierry. Alors là, oui, c'est aussi un changement majeur de la norme NLC 1500. L'ancienne norme de 2002, il y avait 2 tableaux de dimensionnement. Il y avait un tableau de dimensionnement air libre, un tableau de dimensionnement enterré, et on faisait tout avec ces 2 tableaux. Aujourd'hui, la NLC 1500 2024 a introduit 9 tableaux. Donc, on passe de 2 tableaux à 9 tableaux de dimensionnement avec des particularités. Là, Lionel a donné 2 exemples. Hein. Il a donné l'exemple d'un bit de construction où on vous dit attention, il y a une hauteur V à prendre en compte, un diamètre de câble, et en fonction de ce V, vous voyez que il y a 1,5 diamètre. Si le V est compris entre 1,5 DE et 5 DE, et ça va vous renvoyer à une méthode de référence qui ne sera pas la même que si le V est compris entre 1,5 DE et 20 DE. Donc, attention à ça. Si vous utilisez une méthode de référence qui est plus
qui est moins contraignante qu'une autre, le bureau de contrôle, lui, à la fin, il va vérifier cette cotation-là. Et si on n'a pas fait attention à cette cote, et surtout si on l'a pas dit à la personne de terrain, ou si la personne de terrain se dit bah, tiens, je vais pas passer dans ce vide de construction-là, je vais plutôt passer sous un plancher, par exemple, parce que c'est un vide de construction, ça peut avoir un impact derrière. Donc attention, il y a beaucoup de petites règles comme ça sur des cotations. Notamment où on vous montre aussi des chemins de câble, hein, avec une superposition de chemins de câble avec des cotes à respecter. Et ça, c'est important aussi de bien faire attention à ça, sachant que les calques vous alertera aussi par rapport à ça. Quand vous mettrez le mode de pause, par exemple 40, il va vous alerter. Donc attention, important. Alors pourquoi une nouvelle numérotation aussi, vous allez voir, hein, le gros changement de la NEC 1500, c'est on passe de 2 tableaux à 9 tableaux avec une nouvelle numérotation au niveau des modes de pause. Et ça, pour le coup, c'est une harmonisation européenne. C'est-à-dire aujourd'hui, une note de calcul qui sera faite en France, on va retrouver les mêmes numéros de modes de pause en Italie, en Allemagne, en Espagne. Donc, la volonté aussi, c'était d'harmoniser au niveau Europe les numérotations des modes de pause. En effet. Thierry, j'ai une question concernant l'Euroclass. On me pose la question, est-ce qu'un tunnel routier avec ses issues de secours sont considérés comme un ERP? Alors je poserai la question. Logiquement, oui. Je poserai la question. Je n'ai pas la réponse comme ça. Je ne vais pas dire de bêtises. Bon, après, vous savez que c'est les commissions de sécurité, hein, qui statuent un petit peu sur la classification. Dès lors que vous avez un type L, type M, c'est au client aussi de savoir. Nous, quand on intervient chez un client, on lui demande sa classification, sa catégorie, quoi. Et en général, c'est les commissions de sécurité qui définissent ça. Mais je poserai la question. Dès lors que vous êtes classé ERP, oui, alors une chose aussi dont on n'a pas parlé, au niveau des classements RPC, ça va s'appliquer aussi sur les câbles de communication. Donc, ça ne s'applique pas que pour les câbles de puissance, hein. Ça s'applique pour les câbles de puissance, mais aussi les câbles de communication. Mais pour le tunnel, je n'ai pas la réponse. Je me renseigne. Ok, on reviendra. Ok. Donc, on parlait avant des tableaux des courants admissibles, où on passe de 2 tableaux à 9 tableaux. On les retrouve là. Donc, à chaque fois, un tableau ici, et ici, vous avez les modes de pause correspondants. Donc, dans la norme, quand vous allez chercher la norme, vous avez le nouveau numéro. Et ici, entre parenthèses, ça correspond à l'ancien numéro de pause de l'ancienne C1500. Donc là, Lionel et les calques ira chercher toutes ces instances admissibles de ces nouveaux tableaux. Exactement. On va les retrouver, bien sûr, dans LECALC. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc, tableau, méthode de référence, tableau 52.8b, méthode de référence A2, 52.8c, où on va retrouver notamment ici les fameux volumes ou la prise en compte de la hauteur du conduit. Donc ça, on le retrouve également dans LECALC. Lionel, j'ai une question. Oui. Monsieur Maréchal qui pose la question, est-ce que les câbles R2V sont toujours utilisés pour les ERT, les établissements recevant les travailleurs? La réponse est oui. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais pour les câbles RPC Reclass, en ERP, bon, bah là, il y a un arrêté qui fixe les règles. Pour le code du travail, c'est au maître d'ouvrage de définir. C'est-à-dire que ça sera au maître d'ouvrage de dire, ben voilà, moi je veux peut-être utiliser des câbles RPC. Dans ce cas-là, si dans son cahier des charges, il demande des câbles avec un certain marquage, ben, on sera obligé de s'y tenir. Par contre, à partir du moment où il n'exige pas de marquage RPC, dans ce cas-là, les câbles 1000 RO2V peuvent être encore utilisés, hein, bien sûr. En code du travail, ils seront encore utilisés d'ailleurs. En code du travail pur. Hein. Ah, ben, il y a une question et pour le logement? Alors, le logement, ce n'est pas un ERP, quoi.
Donc, le logement, on n'est pas contraint à cette obligation. Allez, on continue. Donc, Oui. ici, on va voir apparaître ici les tableaux correspondant au nouveau mode de pose 13, qui s'appelle maintenant, c'est le numéro 31. Et le tableau des courants admissibles correspondants, c'est le 52.8F, méthode de référence E ou F. Voilà, donc là, vous voyez l'ensemble des nouveaux tableaux de courants admissibles. Une nouveauté également, la tolérance de 5% sur l'intensité admissible que l'on pouvait appliquer sur les câbles. Et cette tolérance de 5%, elle ne sera plus applicable sur certains modes de pose. Les modes de pose, ce sont les suivants. Monoconducteur en nappe pour les modes de pose 31, 32, 34, 35. Et également pour l'ensemble des conducteurs pour les modes de pose 72, 73, c'est-à-dire que c'est un câble directement enterré. Voilà. Donc, sur tous l'ensemble de ces modes de pose, vous ne pourrez pas appliquer la fameuse tolérance de 5% qui vous permettait des fois de gratter et de gagner une section de câble. Donc là, ça veut dire, Lionel, que sur les calques, la partie Oui, sur les calques, ouais. sera grisée. Automatiquement, elle sera grisée. D'accord. Donc voilà, soyez pas étonnés qu'il y ait plus de tolérance parce que c'est une volonté aussi de la NFC 1500. Les harmoniques. Donc, gros sujet, les harmoniques. On vient, la norme, on a rajouté une nouvelle plage supérieure à 33, entre 33 et 45. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, on va avoir, au lieu d'avoir 3 plages, 0,15, 15,33 et supérieur à 33, on passe à 4 plages, 0,15, 15,33, 33,45 et supérieur à 45. La grosse nouveauté, c'est que à partir d'un THD, d'un taux d'harmonique de rang 3 supérieur à 33%, vous voyez ici dans la formule, on va prendre en compte la valeur du rang 3, la valeur d'harmonique du rang 3, TH3. Vous voyez ici. Alors, voilà, donc là, on ne voit pas ta souris. on ne voit pas la souris, là, tu la vois la souris là? Ah si, voilà, ouais, c'est bon. Ah ouais, pardon, j'étais sur le mauvais écran. Ouais. Donc vous voyez ici au niveau des formules, on va retrouver ici, voilà, la valeur de votre harmonique de rang 3. Donc ça, voilà. Donc ça, dans ELECALC, vous connaissez tous ELECALC. Dans ELECALC, on calcule le THD. Donc du coup, vous n'aurez pas à renseigner cette valeur puisqu'il est automatiquement calculé. Voilà. Donc tu voulais dire quelque chose peut-être par rapport à ça? Peut-être il y a une question, mais comment on fait quand on n'a pas les informations? Est-ce qu'on se met à 33? Est-ce qu'on se met à 45? Parce que bien entendu, au niveau des résultats, ça ne sera pas du tout la même chose. Oui, j'ai une question par rapport à ça, justement. Ouais. Comment on fait pour choisir ce taux? Alors, ce taux, déjà, ce qu'il faut savoir, si vous prenez un taux inférieur à 15, aujourd'hui, il va falloir vraiment avoir l'argumentation derrière, quoi. C'est-à-dire que moi, les organismes en général, quand les gens prennent un taux inférieur à 15, nous, ce qu'on va vérifier, est-ce que c'est une installation où il y a des variateurs? Est-ce qu'il y a du convoyage? Est-ce qu'il y a des éclairages à LED? Est-ce que, en fait, l'installation, elle est polluée? Si elle est polluée puis que la personne a pris inférieur à 15, il faudra qu'elle puisse justifier. Donc, d'ailleurs, la norme C1500 dit que quand on ne connaît pas ça, il y a lieu de prendre comme si on a déjà minima entre 15 et 33. Donc, on aurait tendance à dire aux gens, faites plus de notes de calcul. Alors, c'est déjà le cas, hein, par expérience. Aujourd'hui, les notes de calcul qu'on a à vérifier, les taux sont à minima entre 15 et 33. Maintenant, on peut très bien aussi avoir un taux entre 33 et 45, hein, parce que vous estimez que la station va être très polluée. Là, Lionel, tu pourras donner aussi ton expérience, mais c'est pas conseillé quand même d'avoir des installations, de faire un calcul d'installation en se disant je vais avoir un taux supérieur à 45, ça veut dire que l'installation elle est polluée, elle va générer quand même des soucis au niveau de la pollution, quoi. Donc rien qu'au niveau de la CEM, ça va être catastrophique. Ouais. Donc, vaut mieux essayer de faire une note de calcul entre 15 et 33, voire 33-45. Si vraiment je suis pollué, mettre en place des systèmes qui va
des filtres qui vont Des vous filtres, permettre des filtres de anti-harmoniques. Mais voilà, quand même l'info importante, attention, on prend inférieur à 15, il faut vraiment être sûr de soi, quoi. Et puis, vous voyez que entre 33, 45 et supérieur à 45, en fait, on va calculer, c'est un peu différent que l'ancien tableau, hein. En fait, on va calculer la section du neutre avec un courant d'emploi qui est supérieur à ce qui est nécessaire. On voit que le courant d'emploi dans le neutre est égal à son courant d'emploi multiplié par le TH3. TH3, imaginez qu'il soit allé à 1,45, on est à la limite, 1,45, ça veut dire je multiplie par 1,45, je multiplie par 3 et je divise par 0,86. Donc, en fait, ça va m'obliger à surdimensionner mon conducteur neutre, cette formule-là. Voilà. Et on voit que le coefficient de 0,84, aujourd'hui, il est à 0,86. Voilà. Donc, et les calques, logiquement, on va retrouver ce coefficient de 0,86. Donc ça, c'est pour les harmoniques. Tableau de résistivité thermique du sol. Une mise à jour également. Où on va retrouver des facteurs de correction moins contraignants que dans l'ancienne norme. Donc déjà, c'est quand même un petit plus pour le dimensionnement des câbles. Donc si je regarde ici le facteur de correction pour une résistivité thermique de 1, hop, je suis ici, j'avais un facteur de correction de 1. Pour le même ici, résistivité thermique de 1, vous voyez ici, je me retrouvais avec un facteur de correction de 1,5 ou 1,18. Voilà. Alors qu'avant, on était sur du 1. Voilà, donc ça, c'est une modification, une amélioration de ce tableau. Quelque chose à rajouter là-dessus, Thierry? Non? Non, mais voilà, on s'aperçoit qu'on aurait tendance à croire que la NEC 1500 a révolutionné et puis qu'elle va nous obliger à surdimensionner plus contraignante. Pas tant que ça, en fait. Hein. Il y a notamment non, pas du tout. Ouais, des fois, on va même avoir des surprises. On va avoir des intensités qui sont meilleures qu'avant, dans certains cas. Mais je vais présenter des cas juste après. Voilà, on va passer sur la pratique sur LA-Calc. Comment cette nouvelle norme, comment elle va se traduire dans LA-Calc, et on va le voir que dans certains cas, on va être, la nouvelle norme est vraiment beaucoup moins contraignante, on va dire. Protection contre les courts-circuits de conducteurs en parallèle. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau, Thierry, également. Alors oui, ça, c'est un peu, quand on fait nos formations C1500, un point où il y a des, comment dire, des échanges un petit peu houleux, parce que, en fait, ce que demande la norme aujourd'hui, c'est quand on va avoir plusieurs câbles en parallèle, notamment 3 câbles, par exemple, et prenez un exemple, 3 fois 120 carrés par phase, la norme va vous demander de mettre en place des protections unipolaires par phase. Ils se sont aperçus que quand on a un défaut, par exemple, que sur une phase, sur le fameux trèfle, on n'est pas sûr que le disjoncteur de tête, le magnétique, va pouvoir détecter. Donc, dans ce cas-là, ils disent, il y a plusieurs schémas, on n'a pas le temps de tous les aborder, hein, mais en gros, ils vous mettent 3 possibilités. Première possibilité, mettre une protection unipolaire par fusible en amont et en aval de la canalisation. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de mettre simplement une protection amont avec des fusibles avec une coupure unipolaire, c'est-à-dire que quand il y a un problème sur un fusible, ça entraîne la coupure des 2 autres. Et troisième possibilité, c'est de pouvoir confirmer, assurer que la canalisation ne pourra pas être en défaut. Il ne pourra pas y avoir de risque de court-circuit. Alors, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, les gens, ils vont essayer de jouer là-dessus. Hein. Ils vont essayer de cocher le fait que la canalisation soit de classe 2 et qu'elle ne soit pas à risque de court-circuit. Donc, je pense qu'on va tendre vers ça. Il y a des discussions avec les commissions par rapport à ça, parce que alors ça ne dépend pas aussi d'AFNOR, hein, c'est une harmonisation pour le coup. Certainement qu'il y a eu des problèmes dans d'autres pays, il y a certainement des raisons pour lesquelles on demande maintenant à ce qu'il y ait des protections unipolaires. Mais imaginez un TGBT avec 3 câbles par phase sous le disjoncteur,
associer des protections unipolaires par fusible sur ces départs, ça devient compliqué, quoi. Mais c'est c'est demandé par la norme aujourd'hui, quoi. Donc, il faudra se poser la question. Est-ce que je mets en place des protections unipolaires sur mes phases ou est-ce que je garantis que il ne peut pas y avoir de risque de court-circuit? Donc ça, il faudra en parler en amont parce que c'est un sujet quand même assez important. Il n'y a pas très longtemps, j'avais un client qui me disait, bon, ok, on va mettre du classe 2, on va mettre des protections mécaniques à l'endroit où il risque d'y avoir des chocs mécaniques, mais il me dit, par contre, nous, on est dans un environnement où il y a des rongeurs. Et donc, il y a toujours un risque, même si on met des… Ah oui, mais alors dans ce cas-là, ça ne va pas, quoi. Dans ce cas-là, la solution de protéger mécaniquement le câble avec des canalisations de classe 2 n'ira pas. Dans ce cas-là, il faudra mettre des protections unipolaires, quoi. Donc, vous voyez, il y a tout un échange comme ça à avoir. Et ça, c'est quand même un point qu'il faudra soulever, quoi. Protection contre les court-circuits des conducteurs en parallèle. Donc, Lionel vous montrera les calques, la petite info que vous pourrez cocher. Oui, une petite observation. On a et les calques nous avertit et nous met en place une petite observation sur ce sujet qui ramène à l'article 434.4 de la norme. Ça, c'est aussi un changement majeur de la NEC 1500. Oui. Les types de câbles en BE2 et BE3. Tu voulais rajouter quelque chose, Thierry? Non, c'est bon. Donc en BE2, ça c'est quelque chose de nouveau, mais il est recommandé maintenant de mettre en œuvre des conducteurs isolés d'Euroclasse CCA S1 D2A1 ou d'une classe supérieure. Par contre, dans les conditions CB2, ces exigences sont obligatoires. CB2, c'est tout ce qui est, on peut considérer, c'est tout ce qui est colonne montante. En BE3, de la même manière, il est recommandé de mettre en œuvre des conducteurs isolés et de câbles Euroclasse CCA S2 D2A2 ou d'une Euroclasse supérieure. Voilà, les influences externes CB2, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est pareil, c'est détaillé dans la NEC 1500, toutes ces influences externes. Le CB2, ça veut dire bâtiment dont la forme et la dimension facilitent la propagation de l'incendie. Par exemple, effet de cheminée, exemple, bâtiment de grande hauteur. Donc, vous êtes dans des conditions CB2, dans des bâtiments de grande hauteur qui vont faciliter l'incendie, la propagation. Et là, dans ce cas-là, ce n'est plus une recommandation. Domaine d'application, on va passer aux IRVE. On a eu pas mal de questions là, sur les IRVE. Donc les IRVE, fin du guide UTE C15722. Donc c'était le guide qui était consacré aux véhicules électriques et bornes de recharge. Point notable, on va le voir en suivant sur un slide, choix des dispositifs différentiels en fonction des modes de charge. Mise en place également d'une sélectivité différentielle entre le point de connexion et le DDR installé en amont. Sélectivité qui doit être totale. Et également le tableau 722.2 avec un coefficient de 1,25 sur les circuits inférieurs à 63 ampères. Alors, Lionel, on me pose la question si les calques sera capable de donner l'info aussi sur la sélectivité. Oui. Je vais vous le montrer juste après. Oui, on contrôle, bien entendu, puisque c'est normatif, on contrôle ce point. D'accord. Les différents modes de charge, je te laisse en parler, Thierry. Oui, donc voilà, vous avez plusieurs modes de charge en IRVE. Vous avez le mode 1, c'est le traditionnel, c'est un petit peu ce qu'on pourrait retrouver dans l'habitation. Le mode 2 et 3 pour du communicant, on va dire, et puis le mode 4 avec la partie DC pour des véhicules un peu plus puissants. Et en fonction de ces différents modes, vous avez des protections à mettre en place. Alors, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que le guide UTE 15722, et maintenant, il est abrogé quelque part, il fait partie de la norme NFC 1500-7722
Et dans cette norme, vous avez la définition qui vous est donnée ici, hein, des différents modes de charge et des différentes protections que vous devez avoir en fonction des modes de charge. Précision par rapport à ELECALC. Dans ELECALC, on ne gère que les IRVE mode 3. Également, vous allez pouvoir gérer grâce au module DC, grâce au convertisseur alternatif continu, vous pourrez également dimensionner vos installations avec des bornes IRVE, donc borne de charge 4 pour des bornes DC. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourrez faire. Par contre, pour ce type de borne, il n'y aura pas les contrôles liés à la C15 et 722. Les choix des différentiels, mode de charge 1 ou 2, en monophasé DDR 30 milli, au moins de type AOF, en polyphasé DDR 30 milli de type B. Mode de charge 3, DDR 30 milli de type B ou DDR de 30 milli de type AOF, plus le dispositif de protection 6 mA DC s'il est intégré à la borne. Mode de charge 4, pardon. Non, vas-y, excuse-moi. Non. Mode de charge 4, pas de protection complémentaire si le point de connexion est exclusivement avec une distribution DC. DDR 30 milli en amont des points de connexion AC. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Thierry? Oui, par rapport au fait qu'il faut mettre des différents types de différentiels. On a des clients des fois qui mettent des types B en tête de toute l'installation. Comme ça, ils se disent, de toute façon, mes bornes seront protégées par un type B. Mais attention par rapport à ça, on verra par la suite, hein, les diapos suivantes, je crois, qu'il y a une sélectivité totale aujourd'hui qui est demandée. Donc, attention au type de disjoncteur. Si vous mettez un type B puis que derrière il y a un type AC, par exemple, vous n'aurez pas de sélectivité, quoi. Donc attention de bien aussi coordonner, parce que la sélectivité sur défaut d'isolement, les gens pensent tout de suite au seuil aval qui doit être au tiers du seuil amont. Ils pensent à la temporisation, mais ils ne pensent pas au type. Et quand on veut faire de la sélectivité, il faut aussi, sur la sélectivité verticale, il faut aussi faire attention au type de disjoncteur. Et ce point-là, voilà, cette info-là est importante parce que l'ancien guide du TE, le 15722, parlait de sélectivité, mais il ne parlait pas de sélectivité totale. Il disait, voilà, pour faire de la sélectivité, allez voir la norme. Aujourd'hui, la NFC 1500-722 dit qu'il faut faire une sélectivité totale sur défaut d'isolement, sur différentiel. Donc là, ça aussi, c'est important. En gros, s'il y a un problème de défaut d'isolement sur la borne, il faut que ça fasse disjoncter que la borne sans faire disjoncter à différentiel qui se retrouverait en amont. Et là, ce n'est pas toujours simple, hein, quand on fait ça. Parce qu'il faut remonter quasiment au différentiel, à tous les différentiels qui sont en amont de l'installation. Mais ça, c'est une info importante. Et je crois qu'elle est quelqu'un, il va vous donner l'information aussi pour savoir si vous êtes ou pas sélectif. Lionel va vous montrer ça. Ouais. On a des questions concernant les bornes de recharge et par rapport au choix du THD. Est-ce qu'on va se placer avec un THD inférieur à 15? Est-ce qu'on va se placer sur un THD entre 15 et 33, supérieur à 33? Là aussi, hein, j'aurais tendance à dire entre 15 et 33. Maintenant, si vous avez l'info du fabricant qui vous dit, voilà, peut-être que des bornes qui ont des filtres, hein, à l'intérieur, hein, dans ce cas-là, vous mettez inférieur à 15. Mais attention, quand on fait ce choix-là, ça veut dire qu'on est sûr de son coup, quoi. C'est ce que dit la norme. Elle dit s'il n'est pas connu, si on ne le connaît pas, à défaut, on prend entre 15 et 33, quoi. Donc, soit on a une info du fabricant qui dit voilà, ma borne, elle ne génère pas de distorsion. OK, mais il faut en être sûr, quoi. En général, quand les gens nous mettent. Pardon. Non, vas-y, Thierry. Non, je te laisse terminer. Pardon. En général, quand les notes de calcul nous mettent inférieur à 15, nous, on demande des justificatifs.
pourquoi vous mettez un fer à quin. Donc, si les gens ont des arguments pertinents, et puis qu'après, on peut faire aussi confirmer par une mesure qu'effectivement, ce qui avait été choisi, c'était bien ça, on était bien sur des taux à fer à 15, bah dans ce cas-là, on est bon, quoi. Le problème, c'est qu'on peut se retrouver aussi avec une hypothèse qui, à la fin, si on s'aperçoit qu'elle n'est pas bonne, il faut faire l'installation. Alors après, on peut toujours mettre des filtres, hein, mais voilà. Une question, après on va passer à la partie pratique avec les calques. Si les bornes de recharge ont déjà une protection DDR intégrée, est-il nécessaire de mettre des différentiels en amont? Non. Après, ça va être fonction de votre schéma d'isolateur. Si vous êtes en schéma TN, il n'y aura pas forcément de différentiel sur l'installation. Si elle est équipée d'une protection différentielle, et notamment la fameuse composante continue, des fois, elle est située dans la borne. Dans ce cas-là, on n'est pas obligé d'en mettre une en tête. Donc ça, c'était pour la partie sélectivité différentielle. Le dernier slide, protection contre les surintensités, le tableau 722.2 pour une borne avec un courant assigné de 16 ampères, automatiquement, on va se retrouver en amont avec un disjoncteur de 20 ampères. 32 ampères, 40 ampères au niveau de la protection, une borne de 63 ampères, on va se retrouver ici avec un courant assigné de 80 ampères pour le disjoncteur. Voilà. Et là, vous voyez, par rapport aux IRVE, il y a les formations P1, P2, P3 qui sont obligatoires. Hein. Pour installer quelqu'un qui installe les bornes, il faut qu'il ait ces formations, ces qualifications. Et là, la FNOR est en train de demander une formation pour les gens qui font de l'étude et conception. Les gens qui vont installer des bornes, il faudra aussi qu'ils aient une formation étude de conception. Et ça rejoint la C1500. C'est-à-dire que quand vous installez une borne aujourd'hui, il faut connaître les règles C1500, il faut connaître la règle de sélectivité. Donc, il y a quand même une connaissance de l'année C1500. Et quelque part, quelqu'un qui installe une borne aujourd'hui, je sais bien, il y en a qui en installent comme ça avec je prends un 5G. Aujourd'hui, on devrait faire systématiquement une note de calcul avec un logiciel qui prenne en compte la nouvelle NFC 1500. Et ça rejoint la formation études et conception qui va être obligatoire. Très bien. Donc là, je vous propose, on va passer maintenant à la partie pratique, partie mise en pratique sur ELECalc. Donc sur ELECalc, si je reviens ici, il y a une nouveauté, vous l'avez sûrement vu en ayant mis à jour votre logiciel. Dans ELECalc, maintenant, on va pouvoir définir ici la date du projet et choisir cette date. Donc en fonction de la date, eh bien, vous serez soit sur l'ancienne norme, soit sur la nouvelle norme. Donc si ici, vous mettez par exemple 2025, bien, automatiquement, le logiciel ELECalc, tous les circuits, tous les nouveaux circuits que vous allez dessiner dans votre projet, ils seront automatiquement sur la nouvelle C1500. Donc là, j'ai fait un petit exemple sur les modes de pause, le passage du 13 au 31. Donc ça, c'est vraiment un mode de pause qui concerne tout le monde. Je vais tout simplement ici dupliquer ce circuit. Donc là, si je regarde bien, je suis toujours sur mon mode de pause 13. Comment je vais faire pour changer le mode de pause et changer le circuit à la nouvelle norme? Tout simplement, je sélectionne mon circuit ou mon installation. Je viens ici en bas à gauche, accéder à la fiche produit. Hop, j'ai la fenêtre qui est ici. Tac. Et là, je n'ai plus qu'à choisir ici la date, par exemple, la date d'aujourd'hui. Et là, automatiquement, je me rends compte que la nouvelle norme, je suis bien sur la nouvelle norme, le 31H. Donc, si je rentre ici dans les saisies avancées, sur le nouveau mode 31H, je vais retrouver notamment cette notion de tablette ici. Donc là, on est vraiment sur les modes de pause. Si vous ouvrez la CEI ou la RJIE, vous retrouverez exactement les mêmes numéros de pause. Donc, c'est vraiment aussi une standardisation des numéros de pause au niveau international. Ici,
je vais pouvoir mettre ici 2 circuits par tablette. Et si je vais un peu plus loin, et on a déjà des questions à ce sujet, on se rend compte que sur une tablette, on est limité à 3 circuits par tablette. Donc, le quid, je vais te poser la question, Thierry, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe si on veut mettre 4 circuits, par tablette? Comme on va le trouver souvent sur les transformateurs de 1000 kVA, 1250 kVA. Oui, alors aujourd'hui, on n'a pas la réponse parce qu'il y a une question qui est posée par rapport à ça. Comment on fait? Parce que Oui, il y c'est a déjà limité des à questions qui 3. sont posées. Ouais. Aujourd'hui, effectivement, on est limité à 3. Donc, la solution, ça sera de passer sur un chemin de câble non perforé pour pouvoir mettre plus de 4 circuits. Donc, ça sera, je pense que Lionel, tu pourras montrer qu'on peut en mettre. C'est celui-là ici. Voilà. Donc, si je veux Mais passer sur le on a nos experts qui font partie des commissions qui ont posé la question à AFNOR parce que là, c'est un sujet épineux, parce qu'effectivement, ça nous bloque. Ça nous bloque dans plein de situations. Donc aujourd'hui, on sait, voilà, la norme, elle dit qu'il ne faut pas dépasser 3, on est limité. Donc, mais c'est un sujet, c'est pas dit que ça ne reviendra pas sur le tapis, sachant que la NFC 1500, le guide UTE 1505 est en cours de réécriture et c'est des sujets qui sont abordés, ça. Et il risque de sortir fin de second semestre 2025. Donc, on aura la réponse, je pense, septembre, octobre de cette année, quoi. Mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, il y a les calques qui respectent la norme NS 1500 d'aujourd'hui, quoi. Ouais. Mais effectivement, on est limité à 3. Ouais. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, la nouvelle norme, elle n'est pas si contraignante que ça, parce on avait tous peur qu'elle soit plus contraignante. Donc, dans ce cas, avec un transformateur de 630 kVA, on avait l'habitude de mettre 2 câbles de 240 par phase. Là, on va voir qu'avec la nouvelle norme, avec le même groupement, on va, vous voyez ici, je vais pouvoir passer avec un câble ici de 185 mm². Voilà. Donc, section mini, ici, on est à 160 mm², alors qu'avant, on était sur du 191. On peut comparer également l'IZ, c'est-à-dire le tableau de courant admissible. Sur l'ancienne norme, on était pour un 240. Je vais me remettre ici à 240. On était ici à 1198 ampères. Sur la nouvelle norme, le courant admissible du 240, maintenant, le PR 240, on est à 1214 ampères. Voilà. Donc ça, plus les coefficients des groupements, sur ma nouvelle liaison 630 kVA, je vais pouvoir passer ici avec du 185 mm². Alors qu'ici, je n'ai pas le choix, je suis obligé de passer avec du 240 sur l'ancienne norme. D'accord. Pour mettre en avant ici, imaginons, comme on l'a vu, si je passe ici avec des monoconducteurs jointifs, vous voyez ici, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la tolérance de 5%, elle est grisée. Voilà. Donc, je ne vais pas passer les autres modes de pose, mais sur le 31H, vous ne pourrez plus, à partir du moment où vous mettrez des monoconducteurs en nappe, rajouter ici la tolérance de 5%. Alors, Lionel, j'avais une question. Sur une installation Ouais. existante, le fait d'ajouter un ou des circuits, l'ensemble des circuits passe-t-il sur la nouvelle C1500? Non, puisque justement, tu vas pouvoir, toi, avec, je sais pas, tu as une ancienne version et tu as besoin, par contre, pour le coup, sur un nouveau départ, d'utiliser la C1500. Aujourd'hui, tu peux le faire sur le même fichier, quoi. Sur le même fichier, exactement. Tu peux habiter les deux normes, quoi. Regardez ici sur cet exemple, mode de pose 61. Voilà, je suis ici le circuit, on est sur la norme 2019, sur la 2005. Ce circuit, je vais le dupliquer, je vais faire exactement la même chose. Hop, je le duplique. Et bien lui, je vais pouvoir maintenant, comme je l'ai fait tout à l'heure, tout simplement, choisir ici, aller dans la fiche produit, et je vais pouvoir le passer sur la nouvelle norme. Donc là, vous voyez, quand je passe ici de l'ancienne norme, j'étais sur le mode de pose 61 avec deux conduits juxtaposés et 3 circuits par conduit, par exemple. Et quand je le duplique et que je le bascule sur la nouvelle norme, comme je l'ai fait là, donc déjà, on va voir le mode de pose, on est sur un mode de pose 70. Le logiciel a également conservé le groupement.
deux conduits juxtaposés. Nombre de circuits dans un conduit, 3. Même chose ici sur un cas niveau. Si je duplique ici, voilà. Je vais changer la date de mise en œuvre de mon circuit, de mon nouveau circuit. Et là, si je regarde, je vais bien retrouver le même groupement que j'avais sur l'ancienne norme. Et là, je retrouve bien le nouveau numéro de pause. Donc, ici, sur un même projet, vous pouvez avoir une installation sur la norme 2005, la C1500 2005, sur la C1500 2019 ou la dernière 2024. D'accord? Regardez ici. Je vais rajouter, pour voir un petit peu les problématiques avec les zones à risque, je vais chercher ici une zone BE2. Et là, je vais appliquer une zone BE2, c'est-à-dire que mes deux lampes ici vont se retrouver en zone BE2. Donc, je retrouve bien ici dans les cas que je suis bien en zone BE2. Donc, sur l'ancienne norme, on n'avait pas d'information ici au niveau du câble. On avait juste la petite information ici que les câbles à gaine métallique sont recommandés. Aujourd'hui, sur la nouvelle C1500, mais je vais toujours avoir le petit article ici, le 422.3.9, mais également ce qu'on a vu tout à l'heure, que dans un environnement B2, c'est l'observation, c'est le triangle jaune. Dans un environnement BE2, il est recommandé de mettre en place des câbles d'Euroclasse CCA S1 D2A1 ou d'une Euroclasse supérieure. Et dans des conditions CB2, les exigences sont obligatoires. Voilà. Donc, comme disait Thierry, on vous accompagne avec cette nouvelle norme, également ici au niveau du choix du type de câble et le bon type d'Euroclasse. D'accord? Je peux faire la même chose ici sur une zone BE3 sur les circuits à côté. Hop. Voilà. Donc là, je retrouve le BE3. Et ici, au niveau du câble, voilà, je vais bien retrouver ici, dans un environnement BE3, il est recommandé de mettre en œuvre des conducteurs isolés et câbles satisfaisants à l'Euroclasse CCA S2 D2A2. Voilà. Alors qu'ici, sur l'ancienne norme, je n'ai aucune information. OK? Voilà. Lionel, on me pose la question, alors, il y a Ouais. beaucoup de questions, on n'aura pas le temps de répondre à tout, hein, mais faut-il Oui. nécessairement faire la mise à jour et les calques pour avoir les nouveaux modes de pause? Les nouveaux modes de pause, vous l'avez à partir de la 2024.2. Sachant que la dernière norme, la toute dernière version, pardon, on est sur la 2024.2, point 844. Ok, merci. Donc, les nouveaux modes de pause à partir de la 2024.1. On a été, on a été les premiers à intégrer les nouveaux modes de pause et ça, on les a intégrés depuis novembre, si je ne dis pas de bêtises, depuis novembre 2024. Ici, je vais vous montrer des cas avec les IRVE. Donc ici, si j'ai une IRVE ici de 22 kW, je vais mettre ici. Si je dimensionne et si je fais la conception du circuit, mais automatiquement, ici, ma borne de 22 kW qui a un courant d'emploi de 32 ampères, mais automatiquement, vous voyez ici ma protection, elle passe ici à 40 ampères. Donc là, on répond bien au tableau 722.2. D'accord? Ici, je suis sur la nouvelle norme. Et bien ici, je vais retrouver cette information ici, notamment cette notion de sélectivité différentielle. La sélectivité totale doit être maintenue entre un DDR qui protège le point de connexion DDR et ça nous ramène à l'article que l'on a vu tout à l'heure. Ici, regardez, si je viens tout simplement rajouter ici une petite temporisation sur mon disjoncteur général, vous voyez, la petite observation a disparu. Voilà. Donc, on gère bien également cette notion et ce contrôle de la sélectivité différentielle au niveau des bornes. Bien entendu, c'était déjà le cas avant, en fonction, voilà, au niveau de la borne, si on a une protection 6 milliampères intégrée à la borne,
Et bien là, automatiquement, on va se retrouver avec un message qui te dit, attention, type de différentiel non conforme. Et ça te renvoie à chaque fois au niveau de l'article de la norme. Donc là, je n'ai pas de protection 6000 ampères. Ben là, il faut que, au niveau de mon différentiel, que je mette en place ici un différentiel de type B. Voilà. Ça, voilà, sur EléCalc, on gère bien toute la nouvelle norme. Pour terminer, ici, j'ai mis en place ici différents cas d'harmonique avec un THD inférieur à 15. Donc là, inférieur à 15 sur la nouvelle norme, ben, pas de problème, on est toujours avec un coefficient d'harmonique de 1. Un THD inférieur à 15, entre 15 et 33, pardon. Je vais retrouver ici un coefficient de 0,86. Sur l'ancienne norme, on était avec un coefficient d'harmonique de 0,84. Donc, c'est un peu moins contraignant. Et là, on va regarder ici maintenant, hop, sur un THD à 34%. Et là, je vais retrouver mes coefficients, donc 0,86 sur les phases. Et ici, sur mon neutre, je suis à 0,84. Vous voyez? J'ai fait la même chose avec le THD 44, donc on est toujours entre 33 et 45. Et là, vous allez voir retrouver votre coefficient sur le neutre. On est passé de 0,84 pour un THD de 34% à 0,65 ici. De 0,84 à 0,65. D'où l'importance de bien connaître votre THD. Ici, supérieur à 46. On va retrouver ici avec un coefficient sur le neutre de 0,62. Si je m'amuse à modifier ici le THD et me le mettre ici, par exemple, à 60%, on va bien retrouver ici voilà, un coefficient. On est passé de 0,62 à 0,48. Voilà. Donc, on prend bien en compte la valeur de l'harmonique. Voilà. Il y a d'autres questions, Thierry? Donc là, c'était voilà, la petite partie pratique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que sur une même projet, c'est-à-dire que vous avez vos projets actuels, demain, vous avez une extension à faire avec la nouvelle norme, vous pourrez le faire très facilement. Regardez, je vais continuer ici, je vais dessiner rapidement un disjoncteur, un câble. Vous voyez, le disjoncteur, j'ai posé directement le câble. Le câble, il s'est mis directement dans la nouvelle norme. Pourquoi il s'est mis dans la nouvelle norme? Parce que ici, avant de réouvrir mon projet, je me suis mis ici à la date souhaitée, c'est-à-dire la date d'aujourd'hui. Et dans EléCalc, à partir du 1er septembre 2024, voilà, vous passez automatiquement sur la nouvelle C1500. Voilà. Des questions? Il y a d'autres questions, Thierry, par rapport J'avais une question, quelqu'un qui me dit si le cheminement des câbles est horizontal sur une partie d'installation et vertical sur une autre, comment fait-on? Oui, d'accord. Alors, ici, tout simplement, vous passez ici dans les saisies avancées, dans EléCalc. Mais ici, vous allez être ici sur un chemin de câble, une partie horizontale. Hein. Et bien là, vous allez mettre ici, vous allez rajouter tout simplement ici un autre tronçon numéro 2. Et là, sur ce tronçon, vous allez dire que vous allez être plutôt ici en vertical. Tronçon 1 horizontal, et vous allez mettre ici le groupement souhaité. Deuxième tronçon vertical. Et vous pourriez continuer ici avec un caniveau, continuer ici avec un câble enterré, c'est-à-dire que ton câble il va passer sur des chemins de câble, dans un fourreau, et le logiciel automatiquement choisira pour vous le tronçon le plus défavorable. Et là, je le retrouve, ça sera ici mon tronçon numéro 3. Et pour chaque tronçon, vous allez retrouver, vous voyez ici pour le tronçon 3, vous allez retrouver l'ensemble des coefficients de votre tronçon. OK? Voilà. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des besoins, si vous voulez des éclaircissements, voilà, vous pouvez nous contacter. Vous avez les informations ici, le téléphone, le mail. Voilà. Donc, pour rappel, on est basé en Normandie. Donc, toute l'équipe commerciale est en Normandie, les développeurs sont en Normandie, le support est en Normandie.
Voilà, on est pratiquement tous en Normandie. Thierry? Oui, donc vous avez vu dans la présentation de Lionel, on parle des fois de CB2, de BE2, de BE3, de schéma des isolataires. L'utilisation du logiciel, quand même, implique une bonne connaissance de l'NSC 1500. Nous, à la PAV, on fait des formations de 4 jours hein, sur le LC9. C'est la formation de 4 jours, on va revoir les influences externes, on va revoir les schémas lésions-latères, les courbes de disjoncteurs, les calculs de courant de court-circuit, les chutes de tension. Après la formation LC9 de 4 jours qui s'adresse à des gens de terrain, les gens savent dimensionner de façon simplifiée une installation. On fait la même chose pour le LC10. C'est une formation qui s'adresse au bureau d'études. Là, on va un peu plus loin. On a six études de cas bien précises. On va chercher vraiment des modes de pose avec des cas particuliers. Ça, c'est une formation de 4 jours. À la fin de ces 4 jours, les schémas d'adhésion à la Terre, les différents défauts en électricité, les courbes de disjoncteurs, tout ça, c'est maîtrisé. Et vous maîtriserez aussi tous les emplacements spéciaux, les enceintes conductrices exiguës, les installations de chantier, éventuellement la CEM si vous avez besoin de l'aborder. Donc voilà, c'est 2 formations C1500. Et puis on fait la formation LC11 d'une journée sur l'évolution de la C1500, c'est-à-dire un petit peu ce qu'on a fait avec Lionel aujourd'hui, mais de façon un peu plus complète. On va aller dans le détail des différents changements de la norme. Vous voyez, par exemple, on n'a pas parlé des AFDD, des dispositifs de protection d'arc, on n'a pas parlé des RCM, on n'a pas parlé de la formule NRC pour la foudre. Donc, tout ça, on l'aborde. Donc, trois formations à PAV, la formation d'une journée sur l'évolution. Là, vous repartez à la fin de la journée sur une connaissance quand même assez précise des évolutions. Et puis, les 2 formations de 4 jours, c'est 1500. Pour encore mieux maîtriser, même si les calques, aujourd'hui, quand même, ils vous facilitent la tâche parce que vous avez vu, ils vous renvoient au texte de la norme. Donc, vous allez aussi apprendre la norme grâce à les calques. Mais bon, voilà. Nos formations permettent aussi d'être beaucoup plus à l'aise dans l'utilisation de logiciels. Donc, n'hésitez pas à Merci venir. Thierry. Merci beaucoup Thierry d'avoir participé avec moi à ce webinaire. Et puis, on vous souhaite une bonne journée et puis on vous dit à très bientôt. Merci à tous.